Je m'appelle Anna. Il y a quelques années, ma petite entreprise de gâteaux personnalisés a fermé ses portes du jour au lendemain. Un jour, je décorais des roses sur les larmes des mariés, rêvant de ma propre petite boutique. Le lendemain, je rangeais mes robots pâtissiers et fermais définitivement les portes. Sans le sou et un peu perdu, je suis allée vivre chez ma sœur Jenna, me disant que ce n'était que temporaire, un refuge le temps de trouver ma voie. Au lieu de cela, je suis devenue le pilier de sa vie. Pendant 3 ans, j'ai élevé ses 4 enfants, Mason, Sophie, Félix et Ivy, comme s'ils étaient les miens. C'est moi qui les faisais sortir du lit les matins froids, qui séparais les disputes pour la dernière tranche de pain grillé, qui préparait leur déjeuner et qui les emmenait à l'école en empruntant les routes sinueuses de la banlieue de Spokane. C'est moi qui restais éveillé tard pour les aider à faire leurs devoirs, puis qui me faufilais discrètement jusqu'à mon ordinateur portable pour suivre des cours de graphisme en ligne que je pouvais à peine me payer. Jenna travaillait de nuit dans un entrepôt et son petit ami, Travis, avait les mêmes horaires. Il rentrait épuisé, s'effondrait sur le canapé, et, sans trop savoir comment, c'était à moi de faire tourner la maison. Je me disais que j'aidais ma famille. Je me disais que ça ne durerait pas. Mais l'éternité a cette fâcheuse tendance à s'insinuer quand personne d'autre ne prend le relais. J'ai trouvé un emploi à temps partiel dans un café-librairie tranquille du centre-ville, à préparer des lattes fumant entre 2 trajets scolaires. Mon salaire couvrait à peine l'essence et les dépenses imprévues des enfants. Des baskets neuves quand l'un d'eux grandissait trop vite pour les siennes. Les médicaments contre l'asthme d'Ivy. Le matériel de dessin que Sophie réclamait avec ses yeux timides et pleins d'espoir. Mes économies, les derniers vestiges de ma jeunesse dorée, fondaient à une vitesse folle. Presque tous les soirs, une fois le calme revenu à la maison, j'ouvrais mon carnet de croquis ou mon ordinateur portable et j'essayais de me souvenir de qui j'étais. La femme qui pouvait passer des heures perdues dans des palettes de couleurs et une typographie épurée. La femme qui croyait que son nom figurerait un jour sous un logo qu'elle aurait elle-même créé. Mais mes yeux me piquaient, ma tête hochait, et je me réveillais des heures plus tard, l'écran éteint et un autre devoir en retard. J'aimais ces enfants d'une façon qui me surprenait moi-même. L'humour pince sans rire de Mason, les dessins paisibles de Sophie, les questions incessantes de Félix surtout, la petite main d'Yvette qui trouvait toujours la mienne. Ils étaient comme les miens, à tous les égards. Et c'est peut-être pour ça que je suis restée si longtemps. Partir, c'était arracher un morceau de mon cœur et l'emporter avec lui. Puis, un soir comme les autres, Jenna a fait irruption, le visage rayonnant d'une joie que je n'avais pas vue depuis des années. Travis la suivait, portant des plats à emporter comme s'il s'agissait d'une fête. Elle m'a attrapé par le bras, m'a entraîné vers le canapé et a prononcé les mots qui ont fait basculer la pièce. « Je suis enceinte, encore une fois. » Le 5e, a-t-elle dit avec une joie immense, attendant que je partage la sienne. J'ai forcé un sourire. J'ai même réussi à murmurer des félicitations. Mais intérieurement, quelque chose s'est brisé. Un autre bébé, une autre bouche, d'autres besoins, une autre période d'année où ma vie resterait en suspens. J'ai senti le poids de cette pensée s'abattre sur ma poitrine comme une pierre. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Si je ne me choisissais pas bientôt, il ne me resterait peut-être plus rien à choisir. Avec le recul, je vois cette lente érosion, comme la marée qui emporte le sable sous mes pieds, grain après grain. Les jours se fondaient en un même rythme. Je me réveillais avant l'aube au son des petits pas feutrés d'Yvette dans le couloir, son inhalateur pour l'asthme serré dans une main et un lapin en peluche dans l'autre. J'avais chauffé le nébuliseur pendant que Mason se disputait avec Sophie à propos de la salle de bain. Félix demandait pourquoi les nuages se déplaçaient plus vite certains jours et la cafetière gargouillait comme si elle aussi était à bout de souffle. Quand je les déposais à l'école, j'avais déjà un mal de tête terrible. Ensuite, direction le café de la librairie où je souriais pendant mes 8 heures de travail, essuyant les tâches et mémorisant les commandes, tandis que mes propres croquis prenaient la poussière dans un dossier sur mon téléphone. Jenna et Travis arrivaient après leur service à l'entrepôt. Parfois ils parlaient, parfois non. Ils s'effondraient sur le canapé, chaussures aux pieds, et je les contournais pour préparer le dîner. « Tu es si doué avec eux », murmurait Jenna, à moitié endormie. Cela sonnait comme de la gratitude, mais c'était toujours perçu comme une permission de continuer. J'aime toujours les enfants. Cet amour n'a jamais faibli. Le sarcasme discret de Mason quand il m'aidait à porter les courses. Sophie glissant son dernier dessin sous ma porte. La curiosité insatiable de Félix qui transformait même les courses les plus banales en aventures. Ivy s'endormant contre mon épaule,
sa respiration enfin régulière. Mais cet amour commençait à me peser comme un fardeau. Je me surprenais à me voir dans le miroir du couloir, les yeux cernés de fatigue, les cheveux noués en un chignon hâtif, et je me demandais quand j'avais cessé de reconnaître la femme qui me fixait. Un soir, j'ai appelé Megan, ma meilleure amie de toujours. Je faisais les 100 pas dans le jardin pendant que les enfants regardaient quelque chose de bruyant à l'intérieur. Je disparais, lui ai-je dit à voix basse. Chaque jour passé à gérer leur vie est un jour de moins pour construire la mienne. Megan n'a pas hésité. Tu n'es pas leur mère, Anna. Tu as le droit d'avoir ta propre vie. Ces mots se sont logés dans ma poitrine comme une petite pierre pointue. Cette même semaine, Jenna est rentrée à la maison, rayonnante. Travis suivait avec une boîte à pizza, un sourire jusqu'aux oreilles, comme s'il avait gagné quelque chose. Ils m'ont entraîné à la table de la cuisine, leurs mains sur mes épaules, comme si nous étions tous dans le même bateau. « On a une nouvelle », a dit Jenna, les yeux brillants. « Je suis enceinte. Le 5e en route. » Un silence de mort s'est installé. J'ai senti l'air quitter mes poumons dans une inspiration lente et contrôlée. J'ai réussi à hocher la tête, un doux « c'est merveilleux ». Mais intérieurement, la pierre dans ma poitrine s'est brisée, laissant place à quelque chose de plus froid. Plus tard, une fois les enfants couchés, Jenna s'est assise en face de moi à table, d'un ton désinvolte, comme si elle me demandait d'aller acheter du lait. « Tu es vraiment douée pour ça, Anna. » Avec l'arrivée du bébé, on se disait que tu pourrais peut-être quitter le café, venir ici à plein temps et participer au loyer. C'est la moindre des choses. Je l'ai fixé du regard. La fourchette s'arrêta à mi-chemin de ma bouche. La pierre se transforma en glace. Je m'occupe déjà de tout, dis-je doucement. Les trajets pour l'école, les repas, les devoirs, les visites chez le médecin. Je ne peux pas quitter mon travail. Travis haussa les épaules depuis l'embrasure de la porte. On est débordé, alors. C'est juste temporaire. Temporaire. 3 ans n'avaient déjà été que du temps temporaire. Cette nuit-là, je restais éveillée, écoutant la maison se calmer autour de moi. Je pensais à mon ordinateur portable fermé sur le bureau. Je pensais au portfolio à moitié terminé que je n'avais pas touché depuis des semaines. Je n'étais pas encore en colère. Pas vraiment. Mais quelque chose en moi s'était enfin apaisé, profondément. Les jours suivants, je me déplaçais dans la maison comme une ombre, observant tout d'un œil neuf. Le chaos qui m'avait d'abord semblé être de l'amour pesait désormais sur moi, comme des murs qui se referment. Je surprenais les regards de Jenna, pleins d'attente, comme si mon silence valait approbation. Travis hochait la tête depuis l'embrasure de la porte, comme si tout était réglé. Mais en moi, le silence s'était mué en détermination. Je commençais à chercher des appartements en ligne tard dans la nuit, quand la maison dormait encore. De petits appartements en centre-ville, près de la rivière, avec assez de place pour un bureau et mes croquis. Mes doigts tremblaient sur le clavier, non pas de peur, mais à cause de la première véritable étincelle d'espoir que j'avais ressentie depuis des années. Mes économies, ce qui me restait après avoir dépensé tout mon argent en fournitures scolaires et en frais médicaux, suffiraient à payer un acompte. Je garderais mon boulot au café, peut-être à temps partiel. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Megan m'a envoyé un texto pour m'encourager. « Tu ne vas pas abandonner. Tu respires. » Mais les enfants, c'est là que la douleur s'installait le plus profondément. Un après-midi, après l'école, j'étais assise avec Mason sur les marches du perron. Il jouait avec son téléphone, évitant mon regard. « Je pense à prendre mon propre appartement, » dis-je doucement. Il leva les yeux, les sourcils froncés. « À cause de maman. » J'acquiesçai. J'ai aussi besoin de m'occuper de mes propres projets. Mais je serai toujours là pour vous tous. Il haussa les épaules, mais je vis une lueur dans son regard, la tension dans ses épaules. Mason avait toujours été l'observateur discret, celui qui remarquait quand Jenna dormait pendant les disputes ou quand Travis disparaissait pendant des heures. Plus tard, Sophie m'a trouvé dans la cuisine, son carnet de croquis sous le bras. « On est trop envahissant », a-t-elle demandé d'une petite voix. Je me suis agenouillée et les serré contre moi. « Non, ma chérie. Ce n'est pas toi. J'ai juste besoin d'un espace à moi. » Elle a enfoui son visage dans mon épaule et j'ai senti la chaleur humide de ses larmes. Je l'ai serrée contre moi, respirant calmement, même si ma propre poitrine se serrait. Avec Félix et Ivy,
c'était plus compliqué. Pendant le dîner, j'ai gardé le ton léger. Tante Anna pourrait bientôt habiter près d'ici, comme une aventure. Félix a incliné la tête. On m'aidera avec mes puzzles. La lèvre d'Ivy a tremblé. Et mes histoires, je viendrai te voir, promis. On fera tout ça ensemble. Leurs regards confus se sont attardés, et j'ai senti une tension comme des fils qui me retenaient prisonnière. Mais rester signifiait que ces fils se resserreraient jusqu'à ce que je sois complètement immobilisée. Le soir, je leur apprenais des petites choses. J'ai montré à Mason comment trier le linge, doser les pâtes pour le dîner. Sophie s'entraînait à tresser les cheveux d'Ivy sous mon regard. Félix a appris à faire son sac à dos. Vous êtes capables, leur ai-je dit à tous. Jenna a remarqué le changement. Un matin, elle m'a surprise à faire défiler des annonces sur mon téléphone. Tu comptes partir, a-t-elle dit d'un ton sec. J'y pense juste, ai-je répondu sans lever les yeux. Elle a ricané. Après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai posé mon téléphone et les regardé dans les yeux. Le calme intérieur est resté intact. Ce soir-là, j'ai préparé un petit sac, mon ordinateur portable, quelques vêtements, des croquis, et je les cachais dans le placard. Je ne pars pas encore, mais je suis prête. Et puis, ce sentiment a grandi. Les aimer, c'était leur apprendre que je ne pouvais pas tout porter. Mais dans ce silence, j'ai réalisé que j'avais été leur pilier pendant si longtemps. J'avais oublié comment être moi-même. Un soir, alors qu'Ivy s'accrochait à ma jambe en me racontant sa journée à voix basse, j'ai senti la vérité s'imposer. Partir n'était pas un abandon. Cela leur montrait comment se tenir debout. J'ai signé un bail une semaine plus tard. Un simple 2 pièces au bord de la rivière, baigné de lumière grâce à ses hautes fenêtres. Après mon service, j'y suis allée seule en voiture. Je me suis arrêtée dans l'espace vide et j'ai expiré un souffle que je ne savais même pas retenir. De retour à la maison, le silence de Jenna s'est fait glacial. Elle me tendait des listes, des courses, des rendez-vous, comme si de rien n'était. Mais tout avait changé. Je ne disparaissais plus. J'émergeais. J'ai déménagé par un matin gris, de ceux où le ciel est bas et lourd. Ma voiture était pleine de cartons, mon ordinateur portable, des croquis, quelques vêtements. Et tandis que je disais au revoir aux enfants, les petits bras d'Ivy s'accrochaient fort. « Ne t'éloigne pas », a-t-elle murmuré. « Je ne m'éloignerai pas », ai-je promis d'une voix ferme, même si ma gorge se serrait. Jenna me regardait depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés, sans rien dire. Travis n'était même pas là. Dans mon nouvel appartement au bord de la rivière, j'ai déballé mes affaires lentement. L'espace était vide. Un matelas, un bureau, la lumière filtrant à travers les fenêtres sur des murs nus. Mais j'avais l'impression que c'était chez moi. Ce premier soir, je suis restée assise, mon ordinateur portable ouvert, les doigts traçant des lignes dans un logiciel de dessin. Aucune interruption, aucune petite voix qui m'appelait, juste le silence et le léger murmure de l'eau dehors. J'ai envoyé un SMS aux enfants pour leur souhaiter bonne nuit, leur ai promis de venir me voir, et pendant un instant, un poids s'est envolé. Mais Jenna n'en avait pas fini. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. « Ici l'agent est du commissariat de Spokane », a dit la voix, calme mais ferme. « Nous avons reçu une plainte. Pouvez-vous nous rejoindre chez votre sœur ?» J'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai pris la voiture, l'esprit tourmenté par ce qui pouvait bien se passer. À mon arrivée, 2 agents se tenaient sur le perron. L'agent est avec un bloc-notes. L'agent Ramirez scrutait le jardin. Jenna les suivait de près, le visage déformé par la colère. Elle a volé de l'argent dans ma caisse et a tout saccagé avant de partir, a craché Jenna en me pointant du doigt. Le canapé est déchiré, les machines à laver sont cassées. J'ai senti le silence se faire. Je n'ai rien pris, dis-je doucement en la regardant dans les yeux. Je suis partie sans rien emporter. L'agent est acquiesça. Voyons voir. À l'intérieur, Jenna montra un coussin de canapé déchiré, d'où transparaissaient de vieilles taches, et une machine à laver qui bourdonnait sans essorer. « C'est elle qui a fait ça », insista Geno. Je secouai la tête. Ces déchirures datent de l'année dernière et la machine. Je vous ai montré la courroie détendue il y a des mois. L'agent Ramirez s'agenouilla près de la machine, manipulant les fils. « On dirait de l'usure normale », dit-il. La voix de Jenna s'éleva.
Elle savait où était l'argent. 500 $ disparus. Fouillez ma voiture, dis-je. Même mon appartement, n'importe où. Avant que Jenna puisse répondre, Mason entra dans la pièce, les mains dans les poches, le visage pâle, mais déterminé. Je dois dire quelque chose, dit-il en jetant un coup d'œil aux agents. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il faisait? Mason se tourna vers l'agent et... Elle ment. Ce canapé a toujours été comme ça. Félix a renversé quelque chose dessus il y a une éternité. La machine à laver est tombée en panne parce que maman l'a surchargée. Et l'argent? Elle l'a dépensé en facture sans rien dire à personne. Les yeux de Jenna s'écarquillèrent. Mason, mêle-toi de tes affaires. Mais il ne broncha pas. C'est tante Anna qui s'occupe de tout, qui paie nos affaires, qui nous conduit pendant que toi et Travis êtes partis. Elle n'a rien volé. Un silence pesant s'installa. Je fixai Mason, la poitrine serrée par une émotion intense. Fierté, chagrin, amour, tout était inextricablement mêlé. L'agent Ramirez prenait des notes. Donc, pas de dégâts récents, pas de vol. Rien, répondit Mason en croisant les bras. Maman est juste en colère. Elle est partie. Jenna rougit mais ne dit rien. Du côté de l'agent est. Les fausses déclarations font perdre du temps, madame. On va laisser tomber pour cette fois. Ils me firent un signe de tête et partirent. Dans l'allée, je pris Mason dans mes bras. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Il haussa les épaules, la voix basse. Tu ne le méritais pas. De retour dans mon appartement, je faisais les 100 pas, encore sous le choc. Megan m'appela d'une voix sèche. Elle s'emporte parce qu'elle ne te contrôle plus. Garde tes distances. J'ai hoché la tête vers la pièce vide. Elle avait raison. Mais des semaines plus tard, un autre appel de Mason, la voix tendue. Maman est à l'hôpital. Complications de grossesse. Les enfants ont peur. Malgré tout, ces mensonges, ces exigences, j'ai pensé au dessin de Sophie, au câlin d'Ivy. Je suis allée à l'hôpital, le médecin m'a expliqué. Repos au lit pendant des mois, peut-être. Jenna était pâle, allongée dans le lit, et pour la première fois, son regard était sans colère. Les enfants ont besoin de toi, a-t-elle dit doucement. J'ai marqué une pause, ressentant cette vieille envie. Alors je les aiderai, mais à mes conditions. Je garde mon travail, ma place. Pas d'argent, pas de nuitée, et seulement jusqu'à ce que tu sois de nouveau sur pied. Elle hocha la tête, trop épuisée pour discuter. Je n'étais pas là pour elle. J'étais là pour eux. Ces 3 mois se sont fondus dans un rythme régulier. Je terminais mon service au café, rentrais à la maison et replongeais dans le chaos familier. Non pas pour tout gérer, mais pour montrer comment s'y prendre. J'ai appris à Mason à se débrouiller pour le dîner les soirs simples. Des pâtes en boîte, une salade en sachet. Sophie racontait des histoires à Ivy avant de dormir, sa voix douce et posée. Félix a appris à ranger ses devoirs. Les questions fusaient, mais les réponses lui venaient plus facilement. Tu peux le faire, leur disais-je en les observant depuis l'embrasure de la porte. Jenna appelait parfois de l'hôpital, la voix faible. Des nouvelles des enfants. S'il vous plaît, dissimulé dans ces mots. Mais je restais brève. Les limites n'étaient pas des murs. C'étaient les lignes qui me permettaient de rester sans les briser. Travis s'est peu à peu effacé, ses heures de travail se transformant en absence. Les enfants l'ont remarqué. La mâchoire de Mason se crispait. Les dessins de Sophie se sont transformés. Plus calme. Mais je n'ai pas comblé le vide. Je ne pouvais pas. Megan prenait souvent de mes nouvelles. Tu ne replonges pas, disait-elle. C'est temporaire. Et ça l'était. Quand Jenna est rentrée avec le nouveau-né, un petit paquet qu'elle serrait contre elle, je l'ai rencontré une dernière fois à la maison. Je prends du recul maintenant, ai-je dit d'une voix calme dans la lumière de la cuisine. Tu es là, maman. C'est ton tour. Ses yeux ont brillé, mais la flamme était faible. Tu nous laisses comme ça. J'ai secoué la tête. J'ai donné ce que j'ai pu. Maintenant, je dois vivre ma vie. Elle s'est détournée, silencieuse. C'était la fin. Je suis sortie, la porte se refermant derrière moi. Aucune amertume, juste un soulagement silencieux.
De retour dans mon appartement, la rivière murmurait dehors. Et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les missions en freelance ont commencé modestement. Un logo pour une boutique locale, un dépliant pour un événement. Chacune s'appuyait sur la précédente. Mes mains étaient fermes sur le clavier. Je gardais le contact avec les enfants grâce à Megan qui habitait près d'ici. Elle transmettait des messages, fixait des rendez-vous. Des appels. J'envoyais des petites choses. Un carnet de croquis pour Sophie, un puzzle pour Félix. Mason m'envoyait des nouvelles par SMS, ses mots devenant de plus en plus assurés. La voix d'Yvette au téléphone, illuminée par les histoires qu'elle inventait. Ce n'était pas pareil, mais c'était suffisant. L'esprit sain pour donner sans se perdre. Le monde de Jenna a basculé sans moi. Megan murmurait des jours plus difficiles. Travis était parti pour de bon. Mais je ne portais pas ce fardeau. Elle avait fait ses choix. J'avais fait les miens. Assise à mon bureau un soir, alors que la lumière déclinait sur l'eau, j'ai terminé un dessin qui me semblait être la première véritable expression de moi-même depuis des années. Des lignes épurées, des couleurs vives, quelque chose que j'avais construit à partir de rien. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai expiré. Le silence n'était plus vide. Il était empli de ce qui allait suivre. Parfois, tout perdre n'est pas la fin. C'est le début du choix de soi. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une autre vérité de l'humanité. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.